projet Action Marie Sklodowska-Curie, MSCA. Donc, les actions Marie Sklodowska-Curie, c'est un programme de financement européen qui a été créé en 1996 et qui a par la suite été intégré aux différents programmes cadres de l'Union européenne pour le financement de la recherche et de l'innovation, et donc qui est aujourd'hui un des programmes du programme cadre Horizon Europe. Et l'objectif principal du programme, c'est de doter l'Union européenne de ressources humaines créatives avec des compétences qui correspondent aux besoins du marché du travail. Et par marché du travail, on entend évidemment le monde académique, mais aussi tout le monde non académique, donc tous les acteurs socio-économiques. Et l'idée derrière le programme et toutes ces actions, c'est de rendre le capital humain, donc les travailleurs de l'Union européenne, capables d'innover, de convertir les idées en produits et services, tout ça au bénéfice de l'économie et de la société. Donc c'est important d'associer aussi les acteurs non académiques du monde socio-économique dans les projets Marie Curie, mais aussi de rendre ce capital humain capable de détecter et relever les défis à venir et d'informer les décideurs et le public au sens large. Décideurs et publics qui font aussi partie du monde socio-économique. C'est une dimension importante, cette dimension intersectorielle, dans la mesure où elle figure parmi les 6 caractéristiques du programme Marie Curie. Donc c'est un programme qui soutient la formation, le développement des compétences et de la carrière des chercheurs, la mobilité et la coopération. Et on parle souvent des 3 I dans les actions Marie Curie, donc pour international, intersectoriel, interdisciplinaire. Donc là, on voit bien que cette dimension intersectorielle apparaît une première fois. C'est un programme blanc, donc qui est ouvert à tous les domaines de la recherche, qui vise aussi à améliorer l'attractivité de l'Union européenne pour les chercheurs, avec des conditions de travail et de recrutement favorables. On va chercher aussi un impact structurant via des programmes d'excellence. Et la 6e caractéristique, c'est la collaboration académique-non académique. Donc c'est vraiment un aspect qui est particulièrement prégnant dans ce programme d'Horizon Europe. Et là, on vous a mis des extraits du dernier programme de travail Marie Curie, donc pour 2026-2027, pour bien vous montrer que pour chacune des actions Marie Curie, y sont mentionnés à la fois le secteur académique et le secteur non académique, et puis le fait qu'on va rechercher toujours une dimension intersectorielle. Donc dans les projets de formation doctorale, les MSc et Doctoral Networks, on va chercher à améliorer les perspectives de carrière des doctorants, que ce soit dans le monde académique ou non académique, via de la mobilité, notamment intersectorielle. Pour les postdoctoral fellowships, donc les bourses individuelles pour les postdocs, on va également chercher à améliorer le potentiel créatif et innovant des chercheurs, via de la mobilité intersectorielle. Et puis, vous avez aussi la possibilité pour les boursiers d'effectuer en fin de bourse un stage supervisé dans le secteur non académique. Donc, c'est une dimension importante aussi pour les bourses individuelles. Et puis, pareil pour les projets d'échange de personnel. On va chercher à promouvoir la collaboration en matière de recherche et innovation entre les secteurs académiques et non académiques. Pour les co-funds, même si c'est un objectif un petit peu différent des actions que je viens de mentionner, l'idée c'est de diffuser les bonnes pratiques du programme Marie Curie. Et parmi ces bonnes pratiques, on intègre la formation par la recherche via de la mobilité intersectorielle. Choose Europe, qui est la petite dernière des actions Marie Curie, c'est pareil. Il y a une dimension intersectorielle qui va être appréciée dans le cadre de l'évaluation des projets. Et pour MSI and Citizen, enfin, donc qui finance notamment la Nuit européenne des chercheurs, l'idée c'est de montrer l'intérêt de la recherche et le rôle des chercheurs à la société et à l'économie, et donc forcément on va être en lien avec le monde socio-économique. Au-delà du fait que ce soit une dimension importante pour les actions Marie Curie, c'est même une obligation pour certains types de projets Marie Curie, d'avoir des partenaires, un partenaire à minima non académique. Ça va être le cas pour les projets MSc et Doctoral Networks Industrial Doctorate, donc c'est un des formats
de Doctoral Networks. Et dans le cadre de ces projets Doctoral Networks Industrial Doctorates, il faut que chacun des doctorants passe au moins 50% de son temps de travail dans le secteur non académique. Donc forcément, il va falloir avoir dans votre consortium, en tant que bénéficiaire ou en tant que partenaire associé, des entités de ce secteur non académique. Pour les postdoctoral fellowships, qu'elles soient européennes ou globales, si vous incluez ce stage en fin de bourse, ce stage dans ce non-academic placement, il vous faudra aussi obligatoirement un partenaire du secteur non académique, puisque ce non-academic placement, comme son nom l'indique, ne peut être effectué que dans le secteur non académique. Et il est bien précisé dans le guide que cette organisation non académique doit être inclue comme partenaire associé dans le projet. Et enfin, pour les MSIA Staff Exchanges, donc les projets d'échange de personnel, à partir de l'appel 2026, les critères minimaux pour former un consortium incluent l'obligation d'avoir au moins un partenaire du secteur non académique. Donc maintenant, même pour les Staff Exchange, c'est obligatoire d'avoir un partenaire du secteur non académique dans son projet. Alors très rapidement, pour que ce soit clair dès le départ, quand on parle de secteur académique ou de secteur non académique, c'est pas une distinction entre le secteur public et le secteur privé. Ce qui va différencier le secteur académique du secteur non académique, vous l'avez là sur la slide, ça va être le type d'établissement. Donc dans le secteur académique, on va retrouver tous les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, tous les organismes de recherche à but non lucratif, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les organisations européennes internationales de recherche. Donc c'est un titre qui peut être un peu, un statut qui peut être un peu, qui peut amener à de la confusion. En fait, il s'agit des organisations internationales dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés à Horizon Europe, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe. Donc on va retrouver par exemple le CERN ou le MBL sous ce chapeau Organisation européenne internationale de recherche. Donc ça c'est pour le secteur académique. Et on va par défaut inclure dans le secteur non académique tout ce qui n'est pas dans le secteur académique. Donc en fait tout acteur socio-économique non inclus dans le secteur académique. Donc souvent, quand on parle de secteur non académique, on pense aux entreprises de toute taille, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a les entreprises de toute taille, mais aussi les associations, les ONG, les musées, les hôpitaux, les organisations internationales, les collectivités territoriales, les ministères, etc. Donc c'est une définition du secteur non académique par défaut qu'il faut retenir. Alors, on allait voir un peu le secteur des organisations qui participent au projet Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie. Et pour juste vous donner une idée, donc évidemment, il y a une majorité d'académiques, on est autour de 80%, mais il y a quand même 20% des organisations qui participent au programme Marie Curie qui sont considérées comme partenaires du du secteur non académique. Et vous avez sur la gauche, sur les projets financés, sélectionnés, contractualisés, les secteurs d'activité des différentes entités légales impliquées. Et donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'établissements d'enseignement supérieur ou secondaire, des organisations de recherche, mais aussi des organismes publics, des entités privées for profit, et il y a autres qui va inclure tous les autres acteurs du monde socio-économique. Pour vous dire que c'est quand même une part non négligeable des participants dans les projets Marie Curie qui viennent du secteur non académique. Alors souvent on nous pose la question de comment on peut savoir à quel secteur une entité légale en particulier appartient. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le secteur, donc académique ou non académique, d'appartenance, il n'est pas déterminé ni par le coordinateur, ni par le partenaire lui-même. Donc il ne s'agit pas, quand vous vous adressez à votre partenaire, de lui dire toi, dans quel secteur tu te classes.
En fait, le secteur d'appartenance d'une entité légale, il va être déterminé au moment où cette entité légale va s'enregistrer sur le registre des participants de la Commission européenne, ce qui est obligatoire pour pouvoir participer à un projet Horizon Europe. Et suite à cet enregistrement, il va y avoir ce qu'on appelle le Participant Identification Code, ou PIC, qui va être attribué à cette entité légale une fois qu'elle est enregistrée. Et si le projet dans lequel est impliquée l'entité légale est sélectionné pour financement, ce PIC va être validé par les services de la Commission européenne. Pour être validé, on va demander à l'entité légale de fournir un certain nombre de documents, et c'est sur la base de ces documents que la Commission européenne va classer l'entité légale dans un des deux secteurs. Pour les entités légales sur lesquelles vous avez un doute concernant le secteur, vous pouvez aller voir en fait dans quel secteur cette entité légale a été classée. Donc il faut vous rendre sur le registre des participants, Participant Register, sur le portail de la Commission européenne. C'est un registre qui est public, donc vous avez le lien direct là sur la slide. Il faut chercher l'entité légale concernée. Vous pouvez chercher par code PIC, mais aussi par le nom légal. Des fois, il faut utiliser plusieurs noms légaux, parce qu'on ne sait pas exactement sous quel nom l'entité légale s'est enregistrée. Vous pouvez aussi chercher par pays, ça permet de réduire le champ de recherche. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'entité, il faut regarder sur la fiche descriptive de l'entité le type d'organisation qui est mentionné et en déduire le secteur sur la base des définitions que je viens juste de présenter. Donc, par exemple, on a le CIRAD, qui est un organisme privé, donc le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, mais qui, dans le type d'organisation, est bien une organisation de recherche, donc ce sera classé comme un acteur du monde académique. À l'inverse, le ministère de la Transition écologique, qui est un organisme public, enfin qui est un ministère, lui, il est classé en Public Organization, et du coup, comme Public Organization, c'est pas inclus dans la définition de secteur académique, par défaut, le ministère fait partie des acteurs du secteur non académique. Par curiosité, on est allé voir aussi dans les projets financés les types de partenaires non académiques français qui pouvaient participer. Et donc, à titre d'exemple, dans les Doctoral Networks, on va retrouver des acteurs comme Air France, mais aussi la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, Metz Métropole, le musée Nicéphore. Donc, il y a une grande variété d'acteurs non académiques. Et comme je le disais en introduction, ça ne concerne pas uniquement les entreprises de toute taille. On va retrouver aussi dans les postdoctoral fellowships des associations comme Migre Europe, des grands groupes comme Vinci, des musées, et de la même façon, dans les co-fonds, les staff exchange ou dans les actions de support et de coordination, on va retrouver un tas d'acteurs non académiques différents. Alors, quelques conseils pratiques pour les académiques. Quand vous êtes chercheur ou vous accompagnez un chercheur et qu'il cherche un partenaire non académique, la première chose à faire et à conseiller, c'est de penser à son réseau professionnel direct. Même si ça semble évident, des fois on n'y pense pas. Donc, ça va être tous les collaborateurs non académiques avec lesquels ce chercheur va travailler dans d'autres cadres que le projet européen qu'il est en train de monter. Donc le chercheur en question peut avoir une collaboration avec un industriel, il peut faire partie d'un réseau professionnel, d'un réseau Carnot par exemple. Et donc déjà il faut réfléchir à son réseau professionnel direct. S'il n'y a pas de non académique dans ce réseau, ce qui peut arriver, il est possible d'élargir sa recherche aux collaborateurs de ses collègues au sein du même laboratoire, voire au sein de l'établissement employeur du chercheur. Ce qu'il faut, c'est bien cibler le profil nécessaire. Donc, il ne s'agit pas juste de dire je cherche un acteur non académique. Il faut définir l'expertise que ce partenaire non académique va amener dans le consortium et faire part de sa recherche à la fois aux directions services de l'établissement en lien avec le monde socio-économique. Il y a des établissements
y compris les universités qui disposent de directions pour les relations avec les entreprises ou qui font partie de réseaux comme les PUI avec des collaborateurs du monde socio-économique. Ne pas hésiter aussi à faire part de sa recherche à son réseau professionnel, même s'il est purement académique, donc d'envoyer un petit mail à ses collaborateurs académiques. Évidemment, de faire part de cette recherche aux autres membres du projet européen, déjà identifiés, pour qu'eux-mêmes cherchent dans leur réseau professionnel. Et il existe aussi une plateforme de matchmaking pour les projets Marie Curie, qui a été créée par les PCN Marie Curie européens. Donc là, vous avez le lien direct. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il y a un intervenant qui la présentera par la suite. Ce qui peut être fait aussi, c'est si le chercheur ou la chercheuse a préidentifié un partenaire idéal, mais ne connaît personne dans la structure, d'essayer de contacter directement ce partenaire, soit par mail s'il est possible de trouver un contact, voire par LinkedIn, parfois ça peut marcher. Il y a également différents acteurs à l'échelle nationales qui permettent de trouver des partenaires. Donc il y a les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, eux, ils vont rassembler sur un territoire délimité des acteurs autour d'une thématique de recherche ou d'innovation définie. Et ces acteurs, ça va être des académiques, donc il y a des acteurs de la recherche, des établissements de formation, mais aussi des entreprises. Et l'idée, c'est de développer des collaborations intersectorielles dans un domaine précis. Et vous avez un annuaire, en cliquant sur le lien, de ces pôles de compétitivité français. Alors, ils vont plutôt avoir tendance à avoir des contacts en France, mais il y a des pôles de compétitivité français qui font partie de réseaux européens. Donc il y a aussi moyen d'identifier des partenaires non académiques européens via les pôles de compétitivité français. Vous pouvez contacter aussi la Chambre de commerce et d'industrie, le réseau Enterprise Europe Network qui sera présenté aussi dans le cadre de ce webinaire. Il y a des antennes dans chaque pays et donc là vous avez le site web de EEN France et BPI France. Donc on aura aussi une intervention concernant l'aide à la recherche de partenaires PME. Donc je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Et pour terminer, on a aussi des outils à destination des acteurs non académiques cette fois, parce que souvent on pense que les académiques ont du mal à trouver des partenaires non académiques. Mais via le PCN, on a aussi parfois des acteurs du secteur non académique qui nous contactent en nous demandant si on a connaissance d'un réseau qui se monte par des académiques et qu'ils pourraient intégrer. Donc face à cette recherche un peu des deux côtés, on a créé un petit outil, sans grande prétention, mais qui permet aux acteurs non académiques de renseigner leur profil et leurs besoins. Donc ils doivent cocher des besoins, donc ça peut être par exemple financer le recrutement ou l'accueil d'un chercheur international ou initier une collaboration avec le monde académique. Et en fonction des besoins qui vont être cochés, ce petit outil va leur donner l'action Marie Curie la plus adaptée aux besoins qu'ils ont mentionnés. Et s'ils sont d'accord, nous, on collecte aussi leur nom, la structure et l'action la plus adaptée. Je peux te montrer la pièce où il y a les autres. Il y a un micro qui est Merci, ouvert. écoutez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous, ça nous permet, ce petit outil qui est accessible sur le site, le portail français Horizon Europe et pour lequel vous avez le lien direct si vous êtes non académique, il permet pour les non académiques d'identifier l'action Marie Curie la plus adaptée et à terme, on aimerait recenser tous ces acteurs non académiques intéressés par action et rendre cette liste disponible aux acteurs académiques pour faire une sorte de matchmaking au moins à l'échelle de la France. Et ensuite, il y a la fameuse matchmaking plateforme du réseau Radiance, qui est le réseau des PCN européens. Vous avez le lien direct, et je ne vous en dis pas plus parce qu'elle sera présentée plus tard dans le cadre du webinaire. Et enfin, il y a une page Horizon Europe pour les entreprises sur le site français Horizon Europe, alors ça va être pour les entreprises, mais en fait, ça peut être applicable aussi à d'autres acteurs du monde socio-économique. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Et puis bien sûr, on reste, le PCN Marie Curie
en France reste à la disposition de tous les acteurs, hein, académiques comme non académiques, pour répondre à toutes les questions concernant le programme Marie Curie. On a également une page LinkedIn et un mini-site sur le portail horizoneurope.gouv.fr. Et je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Merci beaucoup, Chloé, pour cette présentation. Alors, il y avait une question au sujet des CHU. Est-ce que les CHU sont considérés comme académiques ou non? Alors, les CHU, ça va dépendre des CHU. Donc, je vous renvoie à ce qui a été présenté. Il faut que vous alliez chercher sur le registre des participants le CHU visé et voir si le CHU en question a été classé comme académique ou comme non académique, en sachant que quand il y a une dimension universitaire, ça peut être un académique. Il y a encore des micros ouverts. La personne qui vient de nous joindre, merci de couper votre micro. Merci. Merci Chloé. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment trouver ces liens. En fait, je crois que c'était dans les slides de Chloé. Oui, tous les liens sont dans mes slides et puis ça va être représenté aussi dans les présentations à venir. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais changer, je vais passer à l'anglais. Donc notre prochaine présentation va être en anglais. So we are very happy to welcome Jesus Rojo, our next speaker, who is the Spanish MSCA NCP and also a member of Enterprise Europe Network. Jesus, are you here? Yes. Hello. Good afternoon. Wonderful. Hi. Sorry Hello. for the delay, but it was a busy day today. No problem. Thank We you. are very glad to have you here with us. So Jesus, as I already explained, we'll give you some tips about how to find different categories of partners and also present you in details the partner search platform that was created by the MSCA NCP network Radiance. So Okay. Jesus, you can share your presentation. Perfect. Thank you, Eugenia, and thank you, Chloe, for the invitation. It's a pleasure. I would like to do it in French, but my command in French is not good enough. But anyway, I will share with you my presentation. Okay. Okay. Can you see properly the slides? Okay. So my presentation, as Eugenia explained, I'm one of the national contact points for Marie Curie in Spain. I work in Madrid Mas Foundation. It's a public foundation from the Madrid regional government. And I'm also involved in different EU initiatives like the Enterprise Europe Network, that is the European, the pan-European network for helping SMEs to be international, innovative. We also coordinate the Digital Innovation Hub that also is related with companies. So I'm going to present you the non-academic sector in Marie Skłodowska-Curie actions, some tips, and also some explanation about what it means, the non-academic sector. I know that Chloe explained something. Why is so important the non-academic sector in Marie Skłodowska-Curie action? Because one of the evaluation criteria is the intersectorial criteria, intersectorial impact, the impact in the researchers, in the fellows, in the entities. So it's so important to involve non-academic entities. But what it means when we talk about the non-academic sector? But the non-academic sector is very varied, is composed by many different entities. So here I put you some examples of non-academic sector. Depending the type of project you are proposing, the non-academic sector could be SMEs, like startups, spin-off from universities, research centers, but also it could be entrepreneurs. But also we can find corporations like big companies, large companies, but also mid-caps. The definition of mid-caps is those companies that are bigger than the SMEs with some stock options, etc. So it's between SMEs and big or large
companies also are considered part of the non-academic sector. The public administration, the governments are also part of the non-academic sector and provide to your Marie Curie project very add value that I'm going to show you afterwards. We can find local and regional and national authorities and other initiatives that are public, considered public administration. Inside the non-academic sector also we can find hospitals. A hospital is a very peculiar entity because sometimes it's part of the academic sector, but sometimes it's part of the non-academic sector. In my opinion, we treat hospital as a non-academic sector, but you can find that sometimes are related with a university or a research center, and they are part of the academic sector. International organizations, museums, some kind of research centers. I don't know in France, but in some countries like Austria and Germany, and also in Switzerland, we found a type of research center that is considered private, for profit, so sometimes relied on the non-academic sector. And finally, also we discovered some universities that they are registered as non-academic. There is very few cases, but we found many private university from third countries that they are considered non-academic sector entity. And this is very important for probably Eugenia and Chloe explained the staff exchange call is super important, the different involvement of the different sectors. And finally, also we have this other category that is a mix of institutions like Chamber of Commerce, foundations, association, non-governmental organizations. So as you can see, the non-academic sector is everything but universities and research centers. And it's so important to find the right non-academic sector partner in your proposal according to your topic or your idea. For example, if you are working on health, it's super important to have SMEs, corporations, hospital, and even governments. If you are working on regulations or other policy aspects, it's important to involve these entities in your proposal, because now we found after so many calls and so many years, if your proposal has no enough non-academic sector entities, is not competitive. And the program is quite difficult and competitive, and if you are not filling all the requirements and very attractive proposal, it's going to be complicated to get the funding. So you are going to have my slides, so I don't want to read everything, but we include here some tips why include SMEs in your proposal. It could be as a society partner, as a beneficiary, but the SMEs can provide the industry exposure to the fellows, to the researchers. So it's super important to include these kind of entities because will help the employability of your fellows, the impact, and also will help you to have access to real world challenge. It's important to know what is important now in the market, in the society. So in order to prepare a proposal that is interesting to the society, but also the impact, etc. Also, companies will provide you access to data and facilities and infrastructure that sometimes they are not available in university or research centers. Also, as I mentioned before, employability. The Commission is also thinking about the employability of fellows, postdoctoral and predoctoral, and it's important to think that these future researchers, they are going to have a career out of the academia. Some of the researchers will continue in the academia, their professional career, but it's super important also to provide opportunities in the non-academic sector, in the private sector, in companies, but also in regional governments, national government, and policy makers. So it's quite interesting to involve SMEs, not only because they are companies, but also because they are providing
add value to your proposal. If we provide, if we include corporations, corporation can help you in the same, almost the same topics, but also they have some peculiarities. For example, they have very crucial or key infrastructure. They can give you access to different markets, expertise, also an international network, and for sure, employability. The corporation, the large companies, they are the one that they can open vacancies for the continuation of these fellows in their premises, and also they can help you to talk about the publication, dissemination, exploitation, the results. If you are, if you foresee some results, you can patent and you can license this result. The corporation can acquire this license of these patents or be involved in the filling of the patents. So it's quite interesting to also to incorporate large companies in your proposal. The good thing is most of the large companies in Europe, they know the program and they know you don't need to convince. So it's quite interesting to knock in the door or contact the large companies in order to involve in your proposal. Doctoral network, postdoctoral fellowship, or staff exchange, or even COFAM is another modality that is very popular among the corporations. If we involve public administration, they can help you with policy expertise, and the regulatory. Also, they can provide you access to data. They can help you with the dissemination and the stakeholder engagement. Some public administration, they have expertise in data security, cyber security. So probably they don't give you an add value on the market, but more in the policy and the regulatory environment. So it's quite interesting to include also public administration as a associated partner or beneficiary, depending the profile of the entities. If we talk about hospitals, hospitals are very crucial for the health topic. So they have clinical expertise. They can give you access to patient data, samples, clinical trials, infrastructure. They also have a vast overview and also knowledge about ethical aspects of the proposal, and for sure also public health initiatives. If you are working on digital health, also is super important to include hospital or foundation of the hospital, depending the country. In Spain, hospital, they participate in projects, but most of the hospitals in Spain, they have their own foundation, and usually this is the foundation is the one that is participating as beneficiary. So here's some example of the add value that the hospital can provide to your proposal. If we talk about, for example, associations, non-governmental organizations, depending your project idea, also they can provide you an important add value to your proposal. I don't know, Eugenia can send you. We during the MSCA Net project, we create this methodology to the approach to the non-academic sector, so you can get more detail about the add value and how to contact the non-academic sector. So the non-academic sector, the main actors that can help you to find them and to work with them, the first of all is the Enterprise Europe Network. I think Laurent is going to participate in this event. In France, I don't know how many consortiums. In Spain, we have 9 consortiums covering the whole country, and I think in France they have 12 or 13, something like that, that they cover the whole country, and they provide you the contact. They know the companies, they know the expertise, and they can help you to find the right company. The right company in France, but also the right company in any member state, associated country, but also in third countries, because the network is
is available in 54 countries. Innovation Agency, Regional and National Ministry, Chamber of Commerce, and Business Association are almost these agents that can help you to find the right company or the right non-academic sector entity. Here I put you some details, probably Eugenia, your NCPs, they have this data, but I extract these. I'm analyzing in Radiance project the non-academic sector in Horizon Europe. This is from Staff Exchange call from 2021 to 2024. So here is, in the first table is the number of participation from non-academic sector in France. So you can see the distribution. This program is very popular among the SMEs, but also you can see different participation. The second table are funded participation. So actually you have 21 companies participating in Staff Exchange project, funded projects, but also 7 corporations, 1 government, 1 hospital, 1 museum, other entities that is a mix, and also 2 universities that are considered non-academic. So it's important to, I will repeat it, that is quite important to involve the non-academic sector because they add value that they provide to the proposals. Here in Spain, we always try to convince that they need to include more companies, more entities from the non-academic sector from other countries because it's the best way to be competitive in the call. And now the MSCA matchmaking platform, as Chloe explained, this is in the framework of the MSCA Radiance project, the National Contact Point project for national contact points, in order to provide better services to all the applicants. We create this platform. And you can see here, it's open to any entity, any supervisor that they want to publish their profile. This is not for fellows. This is for entities looking for partners or looking for fellows, but the fellows are not eligible for registering. So here you can publish your profile, you need to register, and you need to include a marketplace item. The marketplace item is an expertise, it could be a project idea, or it could be a request. But in order to be validated, you need to register plus include an item in the marketplace. You can advertise project ideas, or for example, if you are looking for fellows in healthcare for postdoctoral fellowship, you can explain that you are looking and you have this and put the contact of the supervisor. So it's quite easy. I know that many registrants, they don't include the marketplace, so we can validate. We include a video tutorial on how to register and use the matchmaking platform. So once you register, you need to include a marketplace, and you have here the link, and you can watch the video and register. So the process to register is very easy. You register. If you use B2Match in other brokerage, you can use your own email and you don't need to register new data, but you need to include a marketplace. You register as university, and a faculty, a department, or the European Project Office, and then after you register, you need to include a marketplace item. So you can explain that you are preparing a doctoral network project, the idea, and you are looking for partners. You can offer what is your expertise. I'm good in artificial intelligence. I'm working on cybersecurity, and we are looking for profiles with a kind of good description. And finally, also, if you are looking for a specific request, you can publish a request. After we receive the registration and the marketplace, we validate, and you are ready to have one-to-one meetings to anyone in the platform. Here you can see some examples, people that is
publishing that they are looking for candidates for postdoctoral fellowship. So you can check some example in the matchmaking platform, and you can have an idea the kind of document and information that you can provide in order to attract fellows. And it's important to include a contact in the profile, so they can fellows, they don't register, so they can contact you via an email, a form, etc. And here I include several examples that you can find in the marketplace. So it's quite easy, but we need to validate profiles with complete information. So if you have any question, any doubt, don't hesitate to question now or send me an email without a problem. Thank you very much, Jesus, for this very interesting presentation. We have indeed here a couple of questions. Yes. So one is, so as you know, it's not easy to involve non-academic partners, especially SMEs. Please, can you give an advice for how would SMEs benefit from the doctoral network so that we can convince them? Yes. For SMEs, my experience here is we explain that if they participate as beneficiary in doctoral network, they will have a predoctoral researcher for free for 3 or 4 years, depending the modality, if it's joint doctorate or if it's standard or industrial. We explain that is fully funded. They don't need to provide extra funding. It's covered employers and employees taxes, so it's quite convenient in Spain. And also, if you are preparing a doctoral network in its industrial scope, also the result that they can exploit. I think my experience here is fully funded and collaborations, and one person for 4 years working in a project idea is quite convincing. It's hard because it's not very well known depending the type of company, but you can be surprised because the participation of SMEs in Marie Curie in doctoral network is increasing a lot. Also, another strategy is to involve them as associated partner. They don't need to hire, because sometimes the recruitment process in a company is complicated. Also, big companies, they have problems to hire people because of different national law. They need to hire as a permanent staff, and sometimes they have this problem. So you can offer beneficiary, like hiring a predoctoral or associated partner, receiving during 6 months or 7 months a predoctoral implementing activities. So this is my advice on how to involve SMEs in the doctoral network. But my surprise is that now in Spain, many companies, they want to apply and they want to be as beneficiary in the doctoral network. Thank you very much. And another question that I see here, what can you actually recommend as a good number of partners in MSA consortium? It depends the modality. Doctoral network depends also but I think if you are doing doctoral network and industrial doctorate, I will advise some beneficiaries, 2 or 3 beneficiary. In industrial doctorate, I will suggest at least 3 beneficiaries. I saw many doctoral networks that are funded and they don't have many beneficiaries from the company field, the non-academic sector, but they include them as associated partner. But I think half of the consortium... I'm sorry, I'm afraid my question was not... the question was about how many non-academic partners do you recommend? How many non-academic sector? Yeah. In industrial doctorate, at least 50% should be non-academic.
It could be beneficiaries or associated partners. In doctoral network, in a consortium of 15, 2 or 3 and some associated partners, there is no a specific or magic rule, but you need to show that all the fellows are going to have a non-academic sector exposure. It could be through the recruitment, but also through the secondment. So in doctoral network, I will suggest this, like 50% in industrial and maybe 30% in the standard. I found also joint doctorates. I found some joint doctorate without companies because the joint doctorate is very peculiar modality, but also I advise to have some associated partners, at least to have 3 or 4 months secondment in the non-academic sector. In staff exchange, for engineering and health, life science and chemistry panel, I would suggest almost 50% of the partners should be from the non-academic sector, more or less. But if you can convince the evaluators, it could be less. Yeah. All right. Thank you very much. Indeed, there is not a magic number of non-academic partners, but it will also depend on the area. For example, if your project is a more basic research or more applied research, yes, of course, in more applied research, it will be expected that there are more non-academic partners than in the basic research. Yes, and social science, and also social science, you can find non-academic sector. Companies is quite difficult, but you can find, as I mentioned, association, non-governmental organization, public administration. So sometimes the profile is different in social science or in economy, is more related with the public administration, but also these entities are also part of the non-academic sector. Yes, I saw a question about the Tecnalia in Plus in Spain. Okay, I will explain. To be part of an academic or the non-academic sector depends on how the entity is registered in the funding and tender portal. So sometimes we found that some entities are considered research centers, so academic sector. The main criteria that the Commission, the REA, is using is their criteria of profit. If they are profit-based, they are part of the non-academic sector. If they are non-profit, sometimes it's in the academic sector, but it's very complicated because Tecnalia is a technological center, but we have some conversation with them. For me, it should be in the non-academic sector, but I don't know exactly how they are registered. If they are profit, should be in the non-academic sector, but if they are not profit, and they could be considered research centers. So it's important to ask how they are registered, because you can find this problem. These problems are faced on a staff exchange call, because automatically it's located. In doctoral network, you can explain in the proposal that Tecnalia is academic or is non-academic. You can convince in the technical test. But in staff exchange, it's complicated because the system put you in one sector or in another, and there are some restrictions in the secondment. Now, no, because of the novelties of the new call, but before it was some restriction between secondments from France, a university in France, to a university in Italy. It wasn't allowed only interdisciplinary secondment, so it's an extra requirement, but anyway, it depends how they are registered in the Participa portal. Yeah. Okay, thank you very much, Jesus. I think we should move now to the next speaker to follow our program. Thank you for this presentation and for answering the questions. So, as I mentioned, the slides will be available for you a few days after the webinar on the participant portal on our website. And so now I will give the floor to our next speaker, and I switch to French.
Je vais maintenant passer la parole à Catherine Borg-Copra. Catherine, est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde, je mets ma caméra. Voilà, est-ce que vous me voyez? Parfait. Oui, je vous vois. Donc Catherine Borg-Copra, qui est la directrice des filières industrielles chez BPI France et qui va vous présenter donc les services de BPI France qui vont vous aider à trouver des PME françaises qui pourraient intégrer vos consortia Doctor Network ou Staff Exchange. Super, merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais vous partager mes quelques slides. Effectivement, la présentation précédente évoquait la possibilité de faire appel à BPI France pour vous accompagner dans la recherche de partenaires non académiques. C'est vrai que nous, on va se focaliser principalement sur les entreprises, petite entreprise, PME, qui est le plus gros de notre connaissance, mais également des ETI. Donc c'est un peu l'objet de ma présentation. Avant de vous partager les slides, je voulais juste me présenter et merci Eugénia. Je suis en charge au sein de BPI France de l'équipe PCN pour le cluster 4 et 5. Donc nouvelle mission que nous avons accueillie en mai dernier. Voilà, et je vous enverrai le trombinoscope aussi de l'équipe qui peuvent constituer en fait un contact pour vous, pour ce que je voulais vous proposer. Alors, je vais partager ma présentation. Vous me dites quand vous la voyez. C'est bon pour vous? On la voit bien, elle est juste pas en plein écran. Ah, parfait, je vais la mettre en plein écran. Hop, en diaporama. Allez, voilà. Parfait. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est 2 actions pour vous accompagner sur la recherche d'entreprises, principalement, comme je vous le disais. La première, c'est vous informer que on a un nouvel outil qui s'appelle le radar de l'innovation. Qui a été mis en place il y a quelques mois et qui est aujourd'hui public, gratuit. Ce radar de l'innovation a pour objectif en fait de couvrir un peu tout l'écosystème tech français, principalement encore une fois des entreprises. Pour vous permettre, dans un première étape, d'évaluer un peu les différentes entreprises qui sont actives sur vos secteurs d'intérêt ou sur vos projets d'intérêt. Au-delà d'avoir une liste d'entreprises, cette plateforme vous permet d'avoir des données supplémentaires qui sont alimentées par notre partenaire Dealroom. Donc, c'est des données actualisées et exploitables. Il y a un moteur de recherche intelligent pour vous permettre d'aller fouiller parmi ce radar et trouver les entreprises qui vont répondre à vos problématiques. Et puis, pour une recherche un peu plus ciblée, cette plateforme est aussi organisée avec des observatoires spécialisés. On a par exemple l'observatoire Green Tech, on a l'observatoire French Care, on a l'observatoire des startups industrielles et l'observatoire des deep tech. Voilà, donc c'est une première réponse assez simple de naviguer avec le moteur de recherche pour évaluer un listing d'entreprises qui répondent à votre problématique. Le deuxième axe que je voulais vous proposer aussi aujourd'hui, et je me rends compte que je vous ai pas mis le lien sur ma slide de la plateforme, je vais le rajouter, comme ça vous aurez le lien direct. L'autre option que je voulais mettre à votre disposition, c'est plus une option de sourcing personnalisé. Donc c'est un petit peu vous mettre à disposition de l'écosystème, l'expertise, le savoir-faire depuis de nombreuses années
du financement de l'innovation que nous pratiquons au sein de BPI France. Donc on voit effectivement, et l'équipe PCN est en charge d'un nombre important de programmes de financement de l'innovation, notamment via le programme France 2030. Donc on connaît pas mal d'entreprises à différents stades de développement, que ce soit start-up, sur création d'entreprises, jusqu'à des entreprises qui sont plus au stade industriel. Donc tous les stades de développement sur différents secteurs. C'est mobiliser l'ensemble de nos bases, l'ensemble de notre réseau qu'on souhaite mettre à votre disposition. Et là, on est par rapport à la plateforme, plus sur un service personnalisé, un sourcing qualifié pour répondre à vos besoins. Donc les besoins peuvent être variés. Si vous avez besoin d'inviter ou de faire participer des intervenants non académiques à un événement, d'identifier un partenaire stratégique, de construire un consortium solide, ce qu'on vous propose, c'est vous accompagner pour identifier les acteurs qui seraient les plus pertinents à votre demande et de qualifier ces partenaires avec vous et de les mettre en relation avec vous. Et pour ce faire, et je vais vous envoyer le Trombi, c'est de prendre contact directement avec nos référents PCN. Je vais juste vous les montrer ici. On a constitué, en tout cas pour les clusters 4 et 5, des référents sur chaque thématique qui sont accompagnés par une équipe d'experts avec, vous voyez, je vais vous laisser le Trombi avec les liens, etc., de manière à ce que vous puissiez identifier la bonne expertise en fonction de votre projet, en fonction de votre thématique, et de pouvoir contacter, par exemple sur le PCN numérique, Serge, qui pourra effectuer avec vous un sourcing qualifié d'entités non académiques en fonction de vos besoins. Donc là, c'est PCN Industrie, c'est Alice avec l'équipe. Espace, c'est Kader. Climat Énergie, c'est Massimiliano. Mobilité, c'est Victor Bidou. NEB et Mission PCN, vous avez Sébastien et Johan. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Super, c'était très clair. Ah oui, je crois que c'était très très clair. Super. Merci. Est-ce que vous restez un peu avec nous ou est-ce que vous nous quittez ensuite? Je suis obligée de vous quitter parce que j'ai une autre réunion, mais j'étais ravie de participer et surtout j'espère qu'on aura des contacts bientôt pour les prochains appels à projets. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci, au revoir tout Bon le monde. après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, il y avait juste une question sur ce que veut dire NEB. C'est New European Bauhaus, qui est une sorte de sous-programme. Enfin, vous allez retrouver des appels dans cette thématique. Et donc, il y a un PCN à BPI pour les appels qui relèvent du New European Bauhaus. Et après, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les adresses mail et les noms du trombinoscope, comme précisé en introduction, vous aurez accès à l'enregistrement du webinaire et aux présentations sur la page de l'événement d'ici quelques jours. Merci Chloé. Alors maintenant, je vais passer la parole à notre prochain intervenant. C'est Philippe Perchoc, qui est directeur de IRSEM Europe, qui est une think tank du ministère des Armées, et qui va vous parler de cette catégorie particulière de partenaires non académiques que sont les think tanks. Philippe? Ok, je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Eugénia. Je suis d'autant plus content que c'est le pendant d'une autre réunion qu'on a fait il y a un peu plus d'un an pour les think tanks et leur dire pensez aux universités. Donc maintenant, c'est un peu la fonction inverse. Donc moi, je travaille à l'IRSEM. L'IRSEM, c'est le think tank du ministère des Armées. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire notre pub, c'est plutôt de vous parler un peu de cet acteur
qui est quelque part situé entre le milieu de l'université et le milieu de l'expertise et auquel vous pouvez penser pour vos consortiums ou pour vos projets Marie Curie. Alors, il y a toutes sortes de think tanks qui existent en France. Je pourrais pas vous faire la liste, hein, mais toute une partie d'entre eux, vous les connaissez parce que tout simplement dans la presse, vous en entendez parler. Ça va de think tanks qui sont très généralistes et qui travaillent sur, disons, les grandes options de politique publique dans les grands domaines de l'économie, de la société, de l'environnement, etc., dont vous pouvez entendre parler dans les médias. Mais c'est aussi parfois des think tanks et des fondations qui ont des dimensions plus politiques, comme la fondation Jean Jaurès, qui est plutôt proche du Parti socialiste, ou la Fondapol, qui est plutôt proche de la droite, et les grands think tanks de relations internationales dont font partie l'IRSEM pour lequel je travaille, que sont l'Institut français des relations internationales, l'IRIS, la Fondation pour la recherche stratégique ou l'Institut Jacques Delors. Alors, je pense qu'en fait, c'est des partenaires qui sont très intéressants pour vos programmes Marie Curie. Moi-même, je suis un ancien bénéficiaire de ce programme Marie Curie, parce qu'en fait, ces instituts de recherche ou ces think tanks font, en fait, jouent le rôle de passeur entre la recherche et l'expertise. C'est-à-dire qu'ils vont transformer des résultats de recherche scientifiques en des options de politique publique pour nourrir le débat sociétal et politique. Et c'est aussi des structures dans lesquelles on voit de plus en plus que les managers, les directeurs de programme sont des gens qui ont des doctorats. Ça, je pense que c'est sous l'influence en fait de ce qui se passe dans les milieux anglo-saxons ou allemands, où c'est très courant d'avoir un doctorat et travailler dans le secteur public ou dans le secteur des centres de recherche. Aujourd'hui, on voit que ça se développe aussi en France, donc ça veut dire que c'est un débouché naturel pour des doctorants, des post-doctorants qui auraient fait des projets Marie Curie avec vous. Et ensuite, ça peut très bien servir dans un troisième temps de passerelle vers le milieu de l'entreprise ou le milieu de l'administration. Donc, je pense que c'est des acteurs auxquels vous pouvez penser. C'est peut-être des acteurs qui sont moins différents du monde de l'université que les entreprises. Et donc, de facto, la plupart des gens qui travaillent là sortent de l'université, donnent cours à l'université, donc sont en fait acclimatés et acculturés avec le milieu universitaire. Non seulement ils se nourrissent des résultats de recherche de l'université, mais aussi ils publient en partie dans les formats de l'université et en partie dans des formats plus courts qui sont le propre des think tanks. Et donc, je pense que ça peut être des acteurs auxquels vous pouvez penser, qui, eux, ne pensent pas forcément naturellement à rentrer dans ces mécanismes européens. C'est pour ça qu'on avait organisé l'année dernière cette réunion avec Eugénia à Bruxelles. Mais voilà. Et donc, si vous avez des questions, je serais content d'en parler un petit peu avec vous, de vous donner un peu de feedback ou de conseils. Merci Philippe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Bon, bah, faut croire que c'est très clair aussi. Bah, c'est pas grave, voilà, pas de souci. Très bien. Mais je vous Merci remercie beaucoup. en tout cas. Donc, tu me quittes aussi maintenant, c'est bien ça Oui. pour... Voilà. Ok, bah, merci d'avoir trouvé le temps pour faire cette présentation. Avec plaisir. Et on va maintenant donc passer à l'intervenant suivant, qui est Laurent Voll, qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté et qui va donc vous parler du réseau Entreprise Europe Network. Laurent, on te laisse prendre la parole. À toutes et tous. Juste, Julien, tu peux me repréciser j'ai combien de temps? Là, tu es le dernier intervenant. Tu as, à la base, on avait dit 20 minutes, je crois, mais... Oh, bah, ça sera moins seront nécessaires. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci à Eugénia et Chloé et les collègues PCN Marie Skłodowska-Curie Action pour leur invitation. Donc moi, je vais vous parler du réseau Enterprise Europe Network, qui est et donc des synergies du travail avec les points de contact nationaux. Donc ce réseau qui a été mis en place, sélectionné et cofinancé par la Commission européenne,
alors sur un autre programme qu'Horizon Europe, mais un programme voisin. Donc a pour rôle d'appuyer les PME pour innover, se développer durablement dans tous les sens du mot durable, y compris donc les sens sustainability en anglais, en Europe et au-delà au niveau international. Il intervient donc auprès des PME, qui est la cible principale, mais il intervient aussi auprès d'autres acteurs qui peuvent être des laboratoires ou je dirais des entreprises plus importantes ou des associations, dès lors qu'il y a un travail collaboratif avec des PME qui peuvent, de part et d'autre, ça peut être en France ou en Europe, qui va se mettre en place. Alors, juste pour dire rapidement, c'est un réseau qui couvre l'ensemble des pays de l'Union européenne et l'ensemble, on va dire, pour faire large, de tous les pays qui sont éligibles à MSCA, même un peu au-delà, puisqu'il y a aussi des pays à l'international, grand international, si je puis dire, mais avec lesquels... Oui. Tu n'as pas de slide. Si. Ah, vous les voyez pas? Ah, zut, non. Je les ai pas partagés, mince, pardon. Autant pour moi. Tu fais bien de me le dire, et effectivement, j'ai oublié de partager mes slides. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est parfait. Eh ben voilà, désolé. Bon, donc voilà, simplement, désolé, hein. J'avais cru le faire, mais je l'avais pas tout à fait. Donc voilà, ce que je disais, c'est que le réseau couvre à peu près l'ensemble des pays, en tout cas dans lesquels vous pouvez mener des actions Marie Skłodowska-Curie Action. Je pense que il couvre même un peu au-delà. Alors en France, il est représenté sur la base d'entités existantes, et en France, ce sont, vous voyez ici, on s'est réparti un petit peu en consortia interrégionaux. Donc vous voyez qu'il y en a 6 en France hexagonale et 2 dans les régions ultra-périphériques. Et donc dans chaque consortium, enfin chaque consortium est composé de toutes les chambres de commerce et d'industrie régionales et quand elles existent sous différentes formes, des agences régionales d'innovation dans les régions, et sauf en Île-de-France où c'est BPI France, sa délégation régionale Île-de-France qui participe. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez contacter votre CCI régionale ou agence régionale d'innovation, l'une des deux, suivant la région où vous êtes, pour, je dirais, être mis en contact avec ces équipes. Alors, les services de EN sont assez transverses, puisque le but, c'est d'accompagner les PME dans leur développement au sens des politiques européennes de la PME. Donc vous voyez, on va retrouver la transformation numérique, la résilience, la montée en capacité de start-up, ce qu'on appelle le scale-up. Mais on va retrouver aussi 2 choses qui aujourd'hui me paraissent intéressantes par rapport à webinaire. C'est la recherche de partenaires pour des projets, alors soit pour du bilatéral entre PME, voire PME Labo, soit pour des projets collaboratifs financés par l'Europe ou par d'autres structures. Et également donc en pool et en synergie avec les PCN, ce travail d'information sur l'accès au programme de financement dont Horizon Europe, et donc un accompagnement qui permet déjà de préfiltrer un certain nombre d'entreprises vers différents dispositifs avant ensuite de passer la balle au PCN. Alors, je vais peut-être m'attarder 2 secondes sur le volet partenarial, puisque c'est ce qui peut intéresser des porteurs de projets MSCA. Et notamment donc au niveau c'est une des grosses actions historiques de ce réseau. Alors oui, j'ai oublié de dire qu'il existe depuis 2008 sous cette forme, mais il y avait des formes de réseau un peu analogues depuis, on va dire, la fin des années 90. Et un des savoir-faire qui a été développé donc depuis bientôt plus de 25 ans maintenant, c'est la recherche de partenaires en Europe, et voire même maintenant dans le monde entier. Vous avez vu la carte tout à l'heure. Et pour cela, on a essentiellement 3 outils
une base de données, alors POD veut dire Partnership Opportunity Database, que je vais vous montrer. Un autre outil qui sont des conventions d'affaires B2B, ou ce qu'on appelle aussi en anglais des brokerage events, et un certain nombre que l'on organise aujourd'hui avec des PCN. Et puis des missions exploratoires, alors qui peuvent être soit des missions commercial, business, orienté commerce international, mais c'est pas ce qui va nous intéresser sur le sujet d'aujourd'hui, soit des missions vers des écosystèmes technopoles ou ce qu'on peut appeler des technopoles dans d'autres pays européens, des écosystèmes maillant à la fois l'innovation, les composantes recherche, composantes entreprise, composantes incubateurs, etc., et qui peuvent aussi être comment dirais-je, générateur de partenariats. Alors, très rapidement, donc cette base de données POD, elle est accessible, vous avez le lien, et puis je pense que Eugénia vous diffusera les slides, donc c'est un lien public qui vous permet donc d'aller identifier des consortiums en cours de montage qui recherchent des partenaires. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de recherche de partenaires sur des MSCA Staff Exchange ou sur un doctoral network qui recherche plutôt dans le domaine de l'industrie du tourisme et de la gestion d'hôtels ou sur la santé autour d'un projet de bioinformatique, de biomarqueurs. Voilà, donc c'est typiquement 3 exemples d'annonces qui peuvent circuler. Alors, à la différence peut-être des annonces que vous pouvez trouver sur Cordis ou sur parfois aussi sur le portail Funding and Tenders, c'est que les annonces ne sont pas publiées par le porteur du projet ou celui qui recherche le partenaire, mais elles sont travaillées entre un conseiller du réseau Enterprise Europe Network et le labo, l'entreprise, l'entité qui cherche un partenaire. Donc, si vous voulez, il y a un certain formalisme, une certaine ce qu'on appelle une validation d'entrée ou intake assessment, une validation d'entrée, je vais le dire en français. Afin de s'assurer que l'acteur qui est derrière a réellement la capacité, la volonté de mener ce partenariat, de monter ce projet, etc. Donc c'est pas complètement libre ou c'est pas le format petites annonces que vous publiez comme ça un peu bouteille à la mer. Il y a vraiment la volonté de préparer l'entité qui recherche des partenaires à cette recherche, s'assurer que la rédaction déjà est claire, les prérequis de ce qui est recherché comme compétence est clair, etc. Donc là vous avez juste les résumés, mais en cliquant, sur le diaporama c'est des images, donc c'est pas cliquable, mais si vous allez sur le lien, vous verrez des exemples et là vous pourrez cliquer et avoir tous les détails de ce qui est recherché, pour quel type d'appel à projet, jusqu'à quelle date, etc. Et le rôle du réseau ensuite, c'est de vous mettre en relation après également de la part de celui qui va exposer un intérêt, un filtrage pour être sûr que ceux qui expriment l'intérêt correspondent bien à ce qui est recherché aussi. Donc il y a ce rôle d'intermédiation, de filtrage. Alors c'est pas un filtrage au sens négatif du terme, mais c'est un filtrage plutôt afin de donner de la qualité dans les échanges. Deuxième outil, c'est des conventions d'affaires B2B ou brokerage event. Donc là, je vous ai mis un exemple de choses qui peuvent se faire autour d'appels à projet Horizon Europe par les différentes ce qu'on appelle actions de concertation inter-PCN au niveau européen, enfin donc qui maillent les PCN d'un même domaine mais dans différents pays européens, ou parfois également sur des grands événements, salons technologiques ou autres, et qui permettent donc d'aller se construire un réseau d'acteurs entre PME, labos, start-up, grandes entreprises, etc. en vue de monter des projets européens. Et puis le troisième outil, c'est des missions exploratoires alors là je vous ai mis l'exemple de ce qu'on a pu faire dans certaines régions autour alors c'est un exemple qui est peut-être un peu daté parce que le scope du CES de Las Vegas, dont vous avez certainement entendu parler dans les médias, a un peu évolué vers un salon un peu plus grand public qu'il n'était au départ, mais ça reste quelque chose qui permet aussi de rencontrer
des partenaires et au-delà de ce salon, je vous le disais tout à l'heure en introduction, aller visiter de certaines technopoles dans certaines régions européennes qui peuvent avoir un peu d'avance sur un sujet ou sur une thématique sectorielle ou industrielle peut être intéressant aussi pour rencontrer ces écosystèmes et se faire des partenaires. C'est des choses qu'on peut monter aussi en lien avec des communautés telles que les communautés EIT, European Innovation Institute of Technology, European Institute of Technology, donc qui est aussi une des composantes d'Horizon Europe. Voilà, donc ça c'est l'essentiel de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la capacité d'aller rechercher des partenaires pour, je dirais, des projets collaboratifs, y compris donc MSCA. Et après, bon, ça on passe rapidement, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que chemin faisant, on peut aussi vous accompagner sur peut-être des conseils en lien avec le montage de ce projet collaboratif, sur comment protéger peut-être la divulgation des informations que vous allez être amené à faire, ou la propriété intellectuelle, comment la négocier avec les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, ou peut-être ce qui va devenir un futur accord de consortium. Également tous les aspects réglementaires, quelles sont les réglementations en vigueur ou peut-être même aussi la conformité normative, qui est une conformité, c'est pas une conformité, qui est une norme volontaire. Enfin un exercice volontaire, je veux dire. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, autour du projet collaboratif et de la recherche de partenaires, mais ça vise à sécuriser cette future collaboration qui va être menée dans le cadre d'un projet européen. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que le reste, vous aurez les slides. Ah si, peut-être expliquer que nous avons aussi, au sein du réseau, un fonctionnement, donc vous l'avez compris, régional, avec des consortia actifs dans les régions, mais nous avons aussi des groupes de travail, groupes sectoriels, groupes thématiques, et surtout ce que je retiendrai ici peut-être, c'est des groupes sectoriels autour de ces écosystèmes industriels qui ont été cartographiés par la Commission européenne, qui permettent, donc il y en a une quinzaine, et qui permettent de regrouper les conseillers du réseau qui ont soit une expertise, soit une forte spécialisation dans leur région sur tel ou tel domaine, et ça peut être aussi intéressant pour échanger des potentiels partenariats dans le cadre de la construction de projets collaboratifs. Voilà, c'est tout ce que je voulais évoquer aujourd'hui. Voilà, ça, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous abreuver avec ça. Et voilà, on a un site internet France qui permet d'avoir accès après aux différents consortia par région, si vous voulez en savoir plus ou suivre nos actualités. Voilà, je vous remercie. Alors j'ai oublié de préciser peut-être, parce que je me suis pas présenté, enfin Eugénia m'a présenté, c'est que donc moi je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté et je suis donc coordinateur du consortium Enterprise Europe Network pour tout l'est de la France. Mais j'ai aussi une autre casquette puisque je suis collègue d'Eugénia, et Chloé et des autres collègues PCN, mais plutôt sur le pilier